Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de consommation d'alcool après une chirurgie bariatrique. Donc, que ce soit pour la période du temps des fêtes ou à n'importe quel moment durant l'année, je voulais vous donner quelques informations pour que vous puissiez prendre une décision plus libre, plus éclairée par rapport à la réintégration de l'alcool, si vous le désirez, après votre intervention chirurgicale. Je dis réintégration parce qu'au niveau des recommandations, au niveau des lignes directrices, il est fortement encouragé d'attendre au moins 6 mois avant de retoucher à l'alcool et ce, sous toutes ses formes. Pourquoi le 6 mois? Bien, on n'a pas nécessairement de données probantes de littérature scientifique très établie sur le sujet, mais il y a deux grandes raisons qui rentrent en ligne de compte. Donc, l'alcool, c'est quand même quelque chose qui est fort comme liquide, donc dans les premiers jours, premières semaines, on veut quand même permettre à bébé estomac de bien guérir. Donc au niveau de la cicatrisation, on veut protéger l'estomac. Deuxième aspect, puis j'en parle un petit peu plus à la fin de la vidéo, c'est concernant le risque potentiel de transfert de dépendance. Mais de façon générale, qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau de la consommation d'alcool? Bien, premier élément, puis cet élément-là n'est pas en lien direct avec la chirurgie, mais l'alcool, ça demeure que c'est un liquide calorique. Oui, j'ai parlé du mot calorie, mais ça demeure que, oui, il faut le prendre en considération. Parce que lorsqu'on a faim, si on boit de l'alcool, c'est pas ça qui va nous rassasier, c'est pas ça qui va nous permettre d'atteindre une satiété. Donc oui, c'est un apport en énergie qui, en bout de ligne, n'aura pas d'effet concret sur, justement, notre sensation, notre ressenti de bien-être si on avait un besoin en, justement, énergie. Donc, il faut quand même le prendre en considération, mais ça, c'est du commun, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Mais si on vient un petit peu plus directement en lien avec la chirurgie, premier élément à prendre en considération, il faut se rappeler que n'importe quel type de chirurgie, boire et manger en même temps, c'est vraiment pas recommandé. Donc, si on est pour consommer de l'alcool, ben, il faut aussi le synchroniser avec nos prises alimentaires. Donc, le petit verre de vin avec le repas, ben, il ne devrait pas avoir lieu parce que là, à ce moment-là, ben, on est en train déjà là de mettre des circonstances, de mettre un environnement alimentaire où est-ce qu'on risque d'avoir des inconforts physiques, plus d'éructation, d'héros, mais aussi qu'on ne mange pas suffisamment au repas parce que le liquide a pris une place dans l'estomac, ce qui risque d'entraîner un cycle de grignotage. Et qui dit cercle de grignotage, bien, ce qui arrive aussi, c'est qu'avec l'alcool, il y a bien souvent ce qu'on appelle une désinhibition, une augmentation de l'impulsivité alimentaire. Donc, si on a tendance encore à se restreindre, à avoir du contrôle excessif sur nos choix, bien, parfois avec l'alcool, oups, hein, tout devient un petit peu plus easy going. Bien là, la petite main dans les plats, les petites grignotines ici et là. Donc, au-delà de l'apport énergétique de l'alcool, bien, si en plus on vient grignoter ici et là en cours de soirée parce que non seulement on n'a pas mangé assez au repas, mais qu'en plus on vit une forme de désinhibition parce qu'on a consommé de l'alcool, bien là on a comme deux éléments qui vont nuire au processus de perte de poids et de stabilisation de poids éventuel. Autre chose à prendre en considération, l'alcool, chez certaines personnes, peut entraîner des hypoglycémies. D'ailleurs, ce qu'on appelle bien souvent un lendemain de veille, là, pour la plupart des personnes là, qui, chirurgie, pas chirurgie, qui l'ont déjà vécu. Là. La sensation du lendemain matin, où est-ce que le mal de tête est présent, il peut y avoir des nausées, voire des vomissements. Bon, souvent le mal de tête est relié à la déshydratation, parce que c'est pas parce qu'on boit de l'alcool qu'on s'hydrate, bien au contraire, l'alcool va déshydrater, ce qui peut encore là nuire à l'interprétation des signaux, donc la faim versus la soif. Donc, non seulement la déshydratation peut nuire au bien-être général, mais c'est que si on a bu de l'alcool, c'est possible aussi de faire une hypoglycémie, donc un manque de sucre dans le sang qui peut entraîner justement une espèce de tremblement, une difficulté de concentration, difficulté à fonctionner, et ça peut prendre jusqu'à 24-48 heures avant de complètement s'en remettre. Je vous dirais que c'est particulièrement vrai si je me fie à mon expérience avec les personnes qui ont eu recours à un bypass gastrique, donc à un roux en Y, mais ça peut arriver à n'importe qui et d'autant plus justement quelqu'un qui a eu une chirurgie bariatrique parce que justement les quantités, le volume consommé d'aliments à la fois est quand même beaucoup plus petit.
Puis, lorsqu'on consomme de l'alcool, eh bien, c'est le foie qui est responsable, donc qui a la capacité de métaboliser, donc de digérer l'alcool, si on veut. Et notre foie ne peut pas remplir une autre de ses fonctions importantes, qui est de maintenir le sucre sanguin, ce qu'on appelle la néoglucogénèse. Très beau mot Scrabble si vous jouez durant le temps des fêtes. Donc, la néoglucogénèse, c'est ce qui permet, au fond, de créer du sucre, de maintenir le sucre sanguin. Donc, si j'ai consommé de l'alcool, mon foie n'a plus cette capacité-là. Donc, si moindrement mes habitudes alimentaires n'ont pas été aussi régulées, si je me suis couchée un petit peu plus tard, j'ai bougé un peu plus, j'ai dansé, par exemple, bien là, non seulement, oups, j'ai pas nécessairement mangé assez, mais en plus, j'ai dépensé davantage, les tremblements puis l'espèce de sentiment d'urgence et d'inconfort du lendemain matin, communément appelé, comme je le disais, lendemain de veille, risque de survenir encore plus. Donc, ben oui, c'est à considérer par rapport à votre choix de consommer de l'alcool ou pas, puisque quelque part, ben, ça peut vous rendre inconfortable. Peut-être qu'il va y avoir du plaisir la première soirée, mais le lendemain pourrait être beaucoup plus difficile que ce que vous avez peut-être comme souvenir. D'ailleurs, la tolérance. La tolérance, on voit beaucoup, je dirais la majorité, c'est pas le cas de tout le monde, mais chez une grande majorité des personnes qui ont recours à une chirurgie, il va y avoir un changement au niveau de la tolérance à l'alcool. C'est-à-dire que quelqu'un qui pouvait avoir l'habitude de consommer, par exemple, une demi-bouteille, une bouteille de vin seule, sans problématique, sans que ça soit difficile le lendemain matin, bien, tout à coup, après la chirurgie, bon, c'est sûr qu'il y a une période d'abstinence aussi, mais pour plusieurs, ça ne se régularisera pas, mais dans ce sens qu'une petite quantité va entraîner des effets beaucoup plus rapides, donc une augmentation du taux d'alcool dans le sang beaucoup plus rapide. Donc, il faut quand même le prendre en considération, particulièrement si vous devez prendre le volant. Si vous aviez l'habitude de dire « Ah, ben moi, je peux prendre 2-3 verres de vin et prendre le volant sans aucune difficulté », bien, ça se peut que ça ne soit plus le cas. Donc, si vous êtes pour être la personne qui va conduire, première chose, bien, peut-être le tenter un petit peu plus à la maison, vérifier comment est-ce que votre corps réagit, mais aussi vous rappeler que probablement que les effets vont se faire ressentir beaucoup plus rapidement, mais vont aussi s'atténuer un petit peu plus rapidement. Donc, à prendre en considération dans votre courbe de consommation. Et j'en glissais un mot un peu plus tôt sur l'hydratation, conseil qui est bon de façon générale, mais encore plus quand il est question justement de gestion hydrique. Et pour chaque consommation d'alcool, il devrait avoir au moins l'équivalent de la même consommation en eau pour justement maintenir l'état d'hydratation du corps et éviter justement un cercle vicieux d'inconfort. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Ah, finalement, j'ai mangé, mais j'avais soif. Et là, désorganiser justement une structure qui pouvait s'avérer gagnante. Donc, une fois que vous êtes opéré, comme je le mentionnais en début de vidéo, il est recommandé d'attendre 6 mois. Ceci étant dit, ce n'est pas une règle coupée au couteau, je vous disais, ce n'est pas basé là, sur des problèmes mécaniques ou digestifs de dangerosité. Je mentionnais le risque de transfert de dépendance. Bien que la dépendance alimentaire ne soit pas encore formellement reconnue au niveau scientifique, au niveau médical, ça demeure que dans la composante plus pratique, ce qu'on a observé, autant nutritionnistes, infirmières, chirurgiens, psychiatres, c'est que chez certaines personnes, chez qui la nourriture prenait une place peut-être centrale dans la gestion émotive, dans la gestion du quotidien, donc la nourriture qui se voulait une pierre angulaire d'une certaine façon de la gestion de comment une bonne journée s'est passée, une mauvaise journée, des bonnes comme des mauvaises nouvelles. Donc, un mécanisme compensatoire, bien, une fois la chirurgie en place, bien, la nourriture ne peut plus prendre le même rôle. Et chez plusieurs personnes, malheureusement, ce qu'on observe, c'est que c'est l'alcool qui va prendre cette place-là. Donc, l'alcool qui passe encore très bien, peu importe la chirurgie, donc, veut pas, c'est plus facile boire que de manger. Et bien, l'alcool peut devenir justement la soupape, la façon de s'évader, de décompresser, de s'apaiser après une journée. Et bien que la consommation, des fois, peut paraître anodine, un verre à tous les soirs, 1 ou 2 verres, même si on ne parle pas nécessairement de quantité qu'on peut des fois le voir dans les médias. Ce n'est pas nécessairement un 40-11 de vodka tous les soirs, mais même 1 ou 2 verres par soir, s'il est consommé par
forme d'obligation, de nécessité, ben oui, ça peut devenir une problématique pour la santé physique et la santé mentale. Donc, c'est quand même à prendre en considération au moment où est-ce que vous allez réintégrer l'alcool et de garder en tête, est-ce que je veux consommer de l'alcool pour le plaisir gustatif, l'aspect hédonique, le savourer, le bouquet, profiter justement de la saveur, que ce soit du vin, que ce soit de l'alcool fort, cocktail, ou c'est plus l'effet? Est-ce que je suis à la recherche donc de l'effet de l'alcool ou bien du goût de l'alcool? Déjà là, ça peut vous aider à prendre une décision par rapport à votre consommation. Sachez que l'alcoolisme fonctionnel, donc des fois, là, on a peur d'utiliser des gros mots comme ça, mais oui, à ce moment-là, on parle d'alcoolisme fonctionnel. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard pour l'aborder. Et tout dépendant de la place que ça prend dans votre vie, ben oui, parfois l'abstinence complète et totale peut être recommandée, comme parfois justement d'avoir une consommation plus modérée ou à des moments plus spécifiques et à envisager aussi. Donc, quand vient le temps de choisir votre consommation d'alcool, ben, le premier élément, c'est de voir justement, est-ce qu'il y a un danger pour vous dans votre situation? Quelle est la place que l'alcool va prendre? Et si c'est une place qui est considérée comme saine, donc c'est-à-dire dans un contexte très social, quand vous êtes plus à la recherche justement d'un plaisir en bouche, d'un plaisir hédonique et non pas de l'effet, ben c'est là que choisir quel alcool est-ce que je peux boire, ben à ce moment-là, l'alcool qui vous plaît le plus. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas à la recherche de réduction des calories, on n'est pas à la recherche de l'alcool le moins sucré, absolument, mais plutôt de ce que vous désirez vraiment à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on est plus dans la consommation occasionnelle, dans le plaisir, et non pas dans la fréquence et la source d'hydratation ou de nutriments. Donc, j'espère que ça vous aide à prendre une décision plus libre, plus éclairée quant à votre consommation d'alcool.